Jeudi 20 août 2015, bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur i24 News. C'est l'heure tout de suite de votre morning. On commence avec le sommaire de cette édition. Escalade de violence en Israël, nouvel attentat près de Jérusalem hier. Une charge explosive a été lancée dans la soirée contre des soldats. On en reparle dans un instant. Après quelques jours d'attente, la Cour suprême israélienne décide de suspendre la détention de Mohamed Alan. Après l'obtention d'un dernier rapport médical, le détenu palestinien en grève de la faim depuis 2 mois a été atteint au cerveau. Il restera à l'hôpital en soins intensifs. Et c'est aujourd'hui que Jean-Marie Le Pen va être entendu en France par le bureau exécutif du parti. Le fondateur du Front National risque l'exclusion alors que la mesure de suspension qui avait été prise à son encontre après des propos polémiques a été annulée par la justice. Et vous le verrez, il ne fait pas bon travailler chez Amazon. C'est ce que révèle un article du New York Times. Entre méthode managériale agressive, course à la délation et pleurs au bureau. Vous découvrirez tous les dessous de la compagnie de distribution en ligne. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous. Je vous le disais, en Israël, la Cour suprême a finalement levé hier la mesure de détention administrative qui pesait sur le prisonnier palestinien Mohamed Alan, en grève de la faim depuis 2 mois, après que les résultats de ses derniers examens aient montré une atteinte au cerveau. Il restera à l'hôpital en soins intensifs. Regardez. Sa famille exulte de joie. La Cour suprême israélienne a annulé mercredi soir la détention de Mohamed Alan pour raison de santé. Des dommages irréversibles ont été causés au cerveau de Mohamed Alan. C'est pourquoi nous avons demandé à la Cour de le libérer immédiatement. Mais la situation de l'avocat de 31 ans reste floue. Tant qu'il sera à l'hôpital de Barzilai où il reçoit des soins intensifs, il ne sera plus considéré comme détenu. Son statut pourrait toutefois changer si sa santé s'améliore. Nous parlons d'un dysfonctionnement des glandes du cerveau. Nous espérons que nous serons en mesure de rétablir leur fonctionnement et de réparer les dommages causés. Le Palestinien, soupçonné par le Shabak d'appartenir à la branche armée du djihad islamique, est en détention administrative depuis novembre 2014. Un procédé permettant de maintenir quelqu'un en prison sans lui accorder de procès, et ce, indéfiniment. C'est pour dénoncer sa détention administrative que Mohamed Alan a commencé une grève de la faim le 18 juin dernier. Il exige sa libération sans condition et a refusé l'offre des autorités qui lui avaient promis la liberté s'il s'exilait pendant au moins 4 ans. Mohamed Alan est devenu le symbole de la lutte contre la détention administrative et a relancé le débat en Israël de l'alimentation forcée des détenus grévistes de la faim. La Knesset a voté il y a 3 semaines une loi autorisant cette technique, alors que le bureau médical d'Israël assimile l'alimentation forcée à de la torture. Maurice Fergan, quel est à ce jour l'état de santé du détenu palestinien Mohamed Alan? Mohamed Alan reste en soins intensifs à l'hôpital Barzilai en raison de la détérioration de son état de santé, une détérioration continuelle. Les médecins ont décidé de le placer sous coma artificiel, donc il ne communique pas du tout ni avec ses avocats, ni avec sa famille. Donc pour l'heure, si Mohamed Alan est libre, sa famille et ses proches peuvent lui rendre visite. Une seule restriction, Mohamed Alan ne peut pas être transféré dans un autre hôpital sans décision judiciaire. Alors les examens effectués hier ont montré des dommages au cerveau, mais les médecins de l'hôpital ont été incapables de déterminer si ces dommages étaient irréversibles. Si après de plus amples soins, il s'avère en effet que les dégâts au cerveau sont effectivement irréversibles, il sera tout simplement libéré. Dans le cas contraire, la justice se prononcera à nouveau sur son dossier. Alors comment réagit-on en Israël après la décision prise par la Cour suprême de libérer Mohamed Alan? Écoutez, à droite, le ministre Likoud de la Sécurité intérieure accuse l'ordre des médecins qui a refusé de s'occuper de Mohamed Alan avant qu'il ne tombe dans le coma et que les dommages soient devenus irréversibles. Le ministre Uri Ariel du foyer juif demande de reconsidérer les principes de la détention administrative, ne plus la banaliser, dit-il, seulement pour les bombes à retardement. À gauche, l'Union sioniste constate que Netanyahou négocie avec un terroriste en grève de la faim. C'est la force de dissuasion d'Israël face
face au terroriste qui a subi des dommages irréversibles, affirme l'Union sioniste. Ouais, alors les réactions de la presse israélienne. Hein. Ah oui, les éditorialistes de la presse israélienne sont sceptiques face à cette décision. Dans Israël Hayom, Dan Margalit qualifie du reste cette décision d'androgyne. Plus de détention pour Mohamed Allan, mais pas non plus de liberté. C'est le type de langage adopté aujourd'hui par la direction israélienne, écrit-il, un langage qui reflète ses hésitations et son incapacité à prendre des décisions. Le titre choisi par Maariv révèle lui aussi cette situation absurde. Le gréviste de la faim remis en liberté provisoire. Les juges avaient tout d'abord décidé que si Mohamed Allan avait subi des dommages irréversibles, il devait être libéré. Les médecins ont conclu qu'il y avait bien des dommages, mais n'ont pas voulu se prononcer sur leur irréversibilité, d'où la décision liberté provisoire. Enfin, dans Haaretz, Gideon Levy a un édito au vitriol. Si les médecins de Mohamed Allan n'ont pu dire si les dommages sont irréversibles, il est évident que ce causé à l'image d'Israël et à ses valeurs le sont. Conclusion de Gideon Levy, l'État d'Israël a prouvé encore une fois qu'il ne comprend que le langage de la force. Merci beaucoup à Maurice Ifergan. Et c'est dans ce contexte de haute tension qu'un soldat israélien a été blessé dans une attaque terroriste hier soir près d'un point de passage situé au sud de Jérusalem. Cette nouvelle attaque intervient après une flambée de violence en Cisjordanie où plusieurs soldats et civils ont été visés par des attaques terroristes à l'arme blanche, notamment dans le secteur sensible de Tapouar, tout près de Naplouse. Un reportage signé Mathias Sinbar, on en reparle juste après. Carrefour Tapouar, l'un des plus grands points de passage de Cisjordanie entre Israéliens et Palestiniens, et surtout l'un des plus grands points de surveillance militaire israélien, que ce soit une surveillance humaine ou numérique. Tout est filmé 24 heures sur 24. Ici, les hommes de la police des frontières et de l'armée sont constamment sur le qui-vive. 2 attentats au couteau ont eu lieu en 3 jours. À 2 reprises, les terroristes palestiniens ont été tués. Le sergent D se rappelle des faits, c'est lui qui a été attaqué. Nous nous sommes approchés de la personne, il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien. Lorsque nous lui avons demandé sa carte d'identité, il a sorti un couteau. Nous l'avons repoussé une première fois, mais il est revenu en courant pour me poignarder à la tête. J'ai donc chargé mon fusil et lui ai tiré dessus afin de le neutraliser. Une situation de stress permanent, mal vécue également par les Palestiniens, qui empruntent par milliers cette route au quotidien. Pour eux, le carrefour Tapouar est surnommé le carrefour de la mort. Bachar Kariouti vit dans un village à proximité. C'est la présence militaire israélienne qui est responsable pour lui des attaques palestiniennes. Les Palestiniens sont exposés à de fréquentes attaques par des soldats israéliens et des Israéliens à ce point de contrôle. L'occupation a intensifié sa présence ici afin d'harceler les citoyens qui passent par ici. C'est un point de contrôle terroriste. Il n'y a aucune preuve que les Palestiniens ont effectué ces attaques. Et pourtant, tout rappelle ici les récents attentats. À commencer par ce mausolée, il y est écrit qu'un soldat druze a été poignardé à mort en 2010. Atef est aussi druze. Il sert dans les forces de sécurité israéliennes depuis 25 ans. Selon lui, un certain dialogue existe avec les Palestiniens. Mais en cas d'attaque, les soldats, affirme-t-il, se doivent d'agir avec fermeté. Ce carrefour est un point central en Cisjordanie. De nombreux Palestiniens circulent aussi ici. Ils viennent de Naplouse et de Ramallah. Leur rencontre avec les Israéliens est problématique et sensible. Justement à ce propos, il est hors de question qu'un soldat de la police des frontières parte en mission sans qu'il ne sache ce qu'il doit faire en cas d'attaque, et plus précisément sur les règles d'ouverture de feu lorsqu'il faut neutraliser ou tuer le terroriste. Je vous le dis en toute responsabilité, ils n'agissent pas en fonction de leur bon vouloir, mais en fonction des règles établies en haut lieu. Carrefour de Tapouar, le cœur stratégique de la Cisjordanie, un lieu surtout de tension permanente entre Israéliens et Palestiniens. Mathias Sinbar, depuis des mois, voire des années, les Israéliens vivent au rythme de cycles de violence avec des périodes plus ou moins intenses. Dernièrement, on le voit, hein, c'est des attaques à répétition. On est vraiment dans une phase d'attaque, de violence intense, d'intensité. Concrètement, 350 incidents sécuritaires au cours des 2 derniers mois. 350. Alors, il y en a certains causés par les habitants des implantations contre les Palestiniens, on est autour de 30%. 70% des 350 ont été causés par des Palestiniens. Alors, qu'appelle-t-on incident? Il y a des attaques graves, comme les attaques au couteau dont on vient de parler.
à plusieurs reprises à l'arme blanche, mais il y a également des jets de cocktails Molotov qui sont des engins explosifs destinés soit à brûler, soit à tuer. Malheureusement, on l'a vu pour l'attaque de Douma, un cocktail Molotov peut brûler une maison entièrement, mais il y a également des jets de pierre quotidiens sur ces routes, par exemple la route numéro 60 qui va dans le Gush Etzion et de l'autre côté en direction qui passe, en tout cas qui traverse toute la Cisjordanie, Naplouse et Jenin. Alors, est-ce que dernièrement, il s'agit d'actes simplement isolés ou est-ce qu'on peut déjà dégager une certaine tendance? Écoutez, il y a eu énormément de jets de pierre, énormément de cocktails Molotov. Ce qui s'est passé hier, vous en avez parlé il y a un instant, à l'entrée de la route des tunnels en direction du Gush Etzion, à l'extrémité, si vous voulez, de Jérusalem, eh bien, il est plus compliqué parce que là, il s'agit le jet d'un engin explosif improvisé. Et là, pour jeter un engin explosif improvisé, il faut une certaine formation, une certaine, surtout dextérité, parce que l'engin a été visé contre les soldats, donc les soldats ont été scrutés à l'avance, ils savaient qu'ils étaient présents, et donc est-ce là aussi le début de plusieurs cellules dormantes qui se réveillent? La question va être posée dans les prochains jours. La violence également à Jérusalem avec des jets de pierre quasi quotidiens. Quasi quotidien, que ce soit contre les infrastructures, à savoir le tramway de Jérusalem, qui tous les jours est l'objet de jets de pierre. Fort heureusement, il n'y a pas de victimes, mais en tout cas, il y a d'importants dégâts concernant ce tramway, mais également contre les automobilistes. Dernière en date, alors hier, un bébé de 2 mois a été blessé sur la route de Jérusalem vers Maala Adoumim, aux abords du village d'Issaouia, mais également, ça c'est plus important de le notifier, il y a 2 jours, des médecins arabo-israéliens, jordaniens, palestiniens et israéliens, juifs israéliens, étaient dans un bus, ils revenaient de Jordanie pour une formation, ils ont été l'objet d'attaques de pierres, une pluie de pierres dans le village d'Atour, 5 blessés, et donc on a franchi là aussi un cap, une véritable pluie de pierres qui s'est abattue contre leur véhicule. Merci beaucoup Mathias Inbar. En Tunisie, nouvelle attaque dans la ville de Sousse. Un policier a été tué, 2 autres blessés par 2 assaillants qui se trouvaient à moto, non loin de l'endroit où s'était déroulé le massacre. Souvenez-vous, de 38 tourés sur une plage, c'était en juin dernier. Je vous rappelle que le gouvernement avait depuis décrété l'état d'urgence après cet attentat et celui du musée du Bardo, survenu peu de temps auparavant. La Turquie également a été la cible de nouvelles attaques hier au cœur d'Istanbul, sans faire de victimes, mais aussi dans le sud-est du pays où l'armée a payé un lourd tribut. 8 soldats ont été tués alors que le pays, en proie à une escalade de violence, s'apprête à retourner aux urnes. Myriam Danan, c'est une fois de plus le retour d'une guerre ouverte, on peut le dire, entre le gouvernement et le PKK. Absolument, sauf que cette fois-ci, la guerre ouverte, c'est Recep Tayyip Erdogan qui l'a déclenchée sans aucun doute sous le prétexte d'une large offensive contre le terrorisme qui a été déclenchée à la mi-juillet après un attentat suicide dans le sud-est du pays, justement, un attentat suicide attribué à Daesh qui avait pris pour cible des Kurdes, des proches du PKK justement, qui sont parmi les plus farouches ennemis, on le sait, de Daesh, notamment en ce qui concerne la défense du Kurdistan irakien, qui est un petit peu un des territoires qui résiste le mieux à l'État islamique au nord de l'Irak. Et donc aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan, qui a utilisé il y a quelques semaines l'excuse de cet attentat suicide pour lancer une guerre totale contre le terrorisme, dit-il, sauf une guerre totale contre les 2 fronts, à savoir contre le PKK, mais également contre Daesh. Oui, alors vous le disiez, Recep Tayyip Erdogan qui a dit vouloir déclarer une guerre au terrorisme, mais c'est surtout le PKK qui a été visé ces dernières semaines et beaucoup moins les membres de l'État islamique. Absolument, c'est sans aucun doute le PKK qui en fait les frais, avec un double jeu largement dénoncé par de nombreux analystes de la région en ce qui concerne Recep Tayyip Erdogan et l'État islamique, mais également la coalition internationale. Le sol et le ciel turcs ne sont que très récemment autorisés au passage des forces internationales pour lutter contre Daesh, la Turquie qui ne voit pas d'un bon œil la montée en puissance du Kurdistan irakien, principale ligne de défense contre l'État islamique. Alors autre problème en Turquie, l'impasse politique, l'impasse intérieure. Recep Tayyip Erdogan n'a pas réussi à mettre sur pied une coalition et les Turcs vont bientôt retourner aux urnes. Effectivement, c'est le signal qui est très clairement lancé. Et puis là aussi, c'est un signal qui a été très clairement lancé et volontairement par Erdogan. La date butoir, ce sera le 23 août. S'il n'y a pas de coalition d'ici cette date-là, il y aura effectivement de nouvelles élections pour le mois
de novembre. Le Premier ministre Recep Davutoglu a déjà démissionné et on s'attend aujourd'hui donc à ce que le peuple soit à nouveau consulté. Sauf que Recep Tayyip Erdogan cherche à tout prix à avoir de nouvelles élections, extrêmement déçu par le fait que le parti au pouvoir, le sien, l'AKP, islamo-conservateur, au pouvoir depuis 2002, ait justement pas perdu ces dernières élections, mais n'ait pas pu former tout seul, avec une majorité claire, le prochain gouvernement. L'opposition, elle est beaucoup plus mitigée. Elle cherche à ce que les négociations se poursuivent plutôt que de laisser une fois de plus le champ libre à Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui joue largement sur l'instabilité sécuritaire et économique pour tenter de relancer sa popularité. Merci beaucoup Myriam Danan. À Palmyre, le groupe État islamique a diffusé la photo de l'exécution de l'ancien directeur du site archéologique de cette cité antique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Âgé de 82 ans, Khaled Al-Assad a dévoué son existence à la préservation du site tombé aux mains de l'État islamique il y a 3 mois. Joseph Emmanuel. Les djihadistes du groupe État islamique ont décapité l'ancien directeur du site archéologique de Palmyre. Khaled Assad avait été pris en otage par le groupe juste après son entrée dans la ville antique en mai dernier. Les voici prendre la pause. Ils s'apprêtent à y exécuter des dizaines d'otages. C'est le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui a fait part de la mort du directeur du site. Il précise qu'après l'avoir décapité, les islamistes ont accroché son corps à une colonne antique du centre-ville. Khaled Assad a dirigé pendant 50 ans le site de ruines romaines de Palmyre. Cet universitaire de 82 ans a collaboré au fil des années avec des archéologues français, américains, allemands ou suisses. Il est connu pour avoir dédié sa vie à l'histoire et plus particulièrement à ces ruines romaines de Syrie, des ruines qui font partie du plus important site archéologique du Moyen-Orient. Les islamistes avaient déjà confirmé les craintes de beaucoup en détruisant des milliers de pièces antiques de grande valeur, une valeur marchande évidente, et ils n'ont pas tardé à le comprendre pour enfin en revendre une quantité importante. Depuis un demi-siècle, gardée par Khaled Assad, l'ancienne Mésopotamie se voit aujourd'hui dévalisée. Ces pièces historiques, appelées antiquités du sang, se retrouvent éparpillées à travers le monde. Des centaines de ces pièces ont même été retrouvées récemment dans des galeries londoniennes. Un voyage que certains voient comme la seule possibilité de les sauver de la destruction. Un voyage qui n'aurait peut-être pas déplu au directeur du musée de Palmyre. Direction l'Europe à présent. Le Parlement allemand a voté hier le 3e plan d'aide à la Grèce. Examen de passage réussi donc pour Angela Merkel qui devait affronter sa propre majorité sur ce point. Joseph Emmanuel. C'est à une très large majorité que le Parlement allemand approuve le 3e plan d'aide de la Grèce. Un soulagement pour le pays exsangue de l'Union européenne. La Grèce recevra donc 86 milliards d'euros sur 3 ans. C'est dans la bonne humeur que les députés allemands se déplacent au centre de la Chambre basse pour voter. Le oui du Parlement ne faisait aucun doute. La grande coalition gouvernementale détient à elle seule plus de 3/4 des sièges. Une partie même de l'opposition approuve par ailleurs ce nouveau plan. Un succès qui fait suite à des mois difficiles, mais les Allemands se gardent tout de même la possibilité de douter. Bien sûr, après ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années, il n'y a pas de garantie que tout ceci fonctionne. Et certes, le doute est toujours permis. Mais au regard du fait que le Parlement grec a déjà adopté une grosse partie des réformes, il serait irresponsable de ne pas utiliser cette chance pour un nouveau départ en Grèce. Ne pas être irresponsable face à une Grèce devenue, selon l'Allemagne, tout à fait responsable. Le ministre des Finances allemand avait été l'un des plus sévères négociateurs quand la crise grecque était à son apogée. Il était le premier à proposer ce qu'on appelle le Grexit, une sortie de la Grèce de l'euro. Mais Alexis Tsipras s'est plié à toutes les conditions allemandes. Aucune autre issue possible pour une Grèce qui n'avait pas de plan B. Le seul plan possible aurait été l'impression d'une nouvelle monnaie, une solution qui n'a jamais été préparée. Les experts soulignent aujourd'hui que ce 3e plan d'aide n'aidera pas réellement la Grèce. Il s'agit finalement d'une nouvelle dette contractée pour rembourser la précédente et des nouvelles conditions imposées, réformes drastiques, coupes budgétaires ou même vente d'actifs publics. De nombreux aéroports régionaux grecs viennent d'être achetés par les Allemands. Si la Grèce n'avait pas accepté ce que beaucoup nomment une reddition,
La BCE aurait coupé les liquidités aux banques grecques et la Grèce aurait fait défaut et les guichets bancaires seraient restés vides. Une issue impensable pour Alexis Tsipras, mais dans l'un des moments les plus complexes de l'histoire de la Grèce moderne, le leader de Syriza garde tout de même un allié inattendu. Le FMI continue de faire pression sur l'Allemagne pour qu'un jour, peut-être, la dette grecque soit significativement allégée. En France, c'est le nouveau volet de la saga Le Pen qui s'ouvre aujourd'hui. Face au bureau exécutif du Front National, Jean-Marie Le Pen devrait être exclu du mouvement. Mais le fondateur du Front National n'a pas dit son dernier mot. Un sujet signé Solal Azerouane. Jean-Marie Le Pen restera-t-il président d'honneur du Front National? C'est au tour du bureau exécutif du FN, composé de 8 membres, de trancher. Mais les 8 membres ne seront pas présents à Nanterre pour cette réunion qui se tient au siège du parti. Et les grands absents sont Marine Le Pen et Florian Philippot, respectivement présidente et vice-président du parti. Motif évoqué, respecter une impartialité totale et surtout ne pas être jugé parti. J'ai été son tuteur. Surnommé le vieux lion blessé, Jean-Marie Le Pen risque l'exclusion définitive du Front National pour ses propos tenus en avril dernier sur les chambres à gaz, alors qualifiés de « détails de l'histoire ». S'il avait remporté plusieurs actions en justice contre sa fille, la guerre reste ouverte et les invectives fusent entre Jean-Marie Le Pen et les cadres du parti d'extrême droite. Florian Philippot estime que Jean-Marie Le Pen a 1000 fois mérité de perdre son titre. Le père veut administrer une bonne leçon à sa fille et déclare qu'il ne votera pas pour elle en 2017. Si Marion Maréchal Le Pen a honte du spectacle offert, la polémique ne désenfle pas. Désavoué, suspendu, déchu, le fondateur du Front National est désormais convoqué. En toile de fond, 94% des adhérents au FN soutiennent la décision du parti face à son fondateur. Dans un dernier soubresaut, le vieux lion utilise la jurisprudence européenne et plus précisément la Convention européenne des droits de l'homme. Sa requête, une audience publique et ouverte à la presse. Stratège, le vieux lion réclame une forme de transparence pour son audience. Ainsi, Jean-Marie Le Pen empêche cette réunion de devenir un conseil de discipline. Rudy Saada, est-ce qu'on est finalement arrivé au dernier épisode du drame familial des Le Pen? C'est en tout cas le scénario dont rêvent Marine Le Pen et Florian Philippot. D'ailleurs, c'est pourquoi la direction du Front National a convoqué donc cette réunion le 20 août, soit une dizaine de jours avant la vraie rentrée politique du FN. Ça sera le 29 août à Brachet. Et puis il y a l'université d'été qui se tiendra début septembre à Marseille. Donc la stratégie, elle est simple, c'est de tourner la page dès maintenant, enfin, de ce drame familial qui empoisonne la vie de Marine Le Pen et surtout ternit l'image du parti depuis déjà 5 mois. Alors pour pouvoir enfin finalement se concentrer sur l'essentiel, c'est la bataille des régionales. Sauf que le vieux lion blessé, comme il aime à se surnommer, lui n'a absolument pas l'intention d'en rester là. Selon son avocat Frédéric Joachim, une sanction serait très probablement contestée en justice, ce qui veut donc dire que le feuilleton est loin d'être terminé. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche et que risque-t-il concrètement aujourd'hui? Alors cet après-midi, on lui reproche pas moins de 15 griefs qui iraient à l'encontre des statuts du parti, dont les plus importants, évidemment, ses propos réitérés sur les chambres à gaz il y a peu sur BFM TV, et puis ses insultes à répétition à l'encontre de Florian Philippot, numéro 2 du parti, et puis, mis à part le bazar médiatique, on lui reproche aussi cette menace de candidature dissidente en PACA contre sa propre petite-fille, Marion Maréchal. C'était une menace qui a duré quelques semaines. Alors au niveau des sanctions, Jean-Marie Le Pen risque à peu près tout, c'est-à-dire tout simplement l'exclusion temporaire ou peut-être définitive du parti qu'il a créé. Alors est-ce que cette crise a eu une réelle incidence sur l'image du parti et comment sortir de cette crise? Alors pour sortir de cette crise, il y a deux sons de cloche. Il y a l'idée de Bruno Gollnisch qui lui rêve encore de grandes réconciliations. Pour lui, je cite, tant que l'irréparable n'a pas eu lieu, l'espoir demeure. C'est ce qu'il dit. Alors il en appelle à qui? Justement à Marion Maréchal Le Pen, la petite fille de Jean-Marie Le Pen, et surtout idéologiquement très proche des idées de son grand-père. Il pense à elle pour pouvoir recoller les morceaux entre les deux camps du parti, et histoire de ne pas fâcher les anciens. Et puis il y a Florian Philippot qui lui rêve tout simplement d'un désaveu. Merci beaucoup Rudy Saada. En France, toujours la rentrée politique du gouvernement commence dans la difficulté, conjoncture économique et sociale toujours si difficile, mais aussi incertitude politique avec la démission du ministre du Travail, François Rebsamen, dont le successeur n'est toujours pas trouvé. Léa Berdugo.
Premier conseil des ministres de la rentrée, l'occasion pour François Hollande de fixer 4 défis à relever pour l'année à venir. La crise agricole et en particulier la crise porcine. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a insisté sur la nécessité de mobiliser l'Europe sur des actions de promotion à l'exportation. Il faudra travailler aussi, selon lui, sur une harmonisation sociale et fiscale, notamment pour les activités d'abattage. Deuxième dossier, la question économique. Avec un chômage toujours au sommet et une croissance nulle, les difficultés s'accumulent pour François Hollande. Sans compter la démission du ministre du Travail, François Rebsamen. Malgré cela, le président de la République a estimé que l'on était entré dans une phase de redistribution des gains de la croissance et des efforts faits par les Français. Troisième défi, l'immigration. François Hollande a dit s'appuyer sur 2 principes, la fermeté et la solidarité. Ce thème sera discuté avec la chancelière allemande Angela Merkel lundi. Et enfin, dernier enjeu, le climat. Avec l'organisation de la COP21, la conférence mondiale pour le climat organisée à Paris en novembre, François Hollande espère bien profiter d'un éventuel succès diplomatique en faisant un argument pour la campagne de 2017. Le Viagra féminin officiellement autorisé aux États-Unis. Cette pilule censée stimuler le désir sexuel chez les femmes est désormais disponible en pharmacie. Nouvelle révolution comparable à celle, dit-on, du Viagra chez les hommes. Elsa Monk. Très controversée, la petite pilule rose fait finalement son entrée sur le marché américain. La FDA, l'agence américaine des médicaments, a donné son feu vert après 2 précédents refus en 2010 et 2013. Le flibansérin, communément appelé Adi, est un médicament présenté comme un Viagra féminin. Il nourrit déjà les espoirs de plusieurs femmes. Je peux me passer de relations sexuelles pour le reste de ma vie. Je n'ai pas d'intérêt pour le sexe. C'est humiliant, déprimant et c'est stressant, catastrophique pour moi et mon mariage. Je veux désirer mon mari, c'est aussi simple que ça. Je vous en prie, approuvez le flibansérin, même si ça ne peut pas fonctionner sur tout le monde. Cela marche certainement sur moi et des milliers d'autres femmes. Pour nous, le flibansérin est un miracle qui sauve notre couple et nous change la vie. La pilule agit sur la sérotonine et exerce un pouvoir de reboostant sexuel. Elle est censée augmenter le désir sans avoir d'effet sur les performances. Mais cette prouesse est limitée. Le médicament n'agit que sur les femmes non ménopausées. Et lors des tests cliniques sur 2400 femmes, seuls 10% d'entre elles ont noté une amélioration significative de leur libido. Autre mauvaise nouvelle, le risque d'effets secondaires. La prise d'Adi peut entraîner d'importantes chutes de la tension artérielle ou même des syncopes. Et paradoxalement, la somnolence, de quoi diminuer nettement les effets recherchés. À suivre, ces nouvelles révélations de l'agence américaine AP, quelques semaines seulement après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, Téhéran aurait été secrètement autorisé à utiliser ses propres experts pour inspecter un de ses sites destinés au développement d'armes nucléaires. C'est dans un instant, juste après le journal présenté par Steve Jourdain. A tout de suite. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être toujours avec nous. La Thaïlande demande l'aide d'Interpol pour retrouver le principal suspect de l'attentat de mardi qui a fait 20 morts devant un sanctuaire hindouiste en plein Bangkok. Par ailleurs, les autorités ont diffusé hier un mandat d'arrêt contre un ressortissant étranger non identifié. Julia Ganancia. Il est l'homme le plus recherché de Thaïlande, soupçonné d'être le poseur de bombes. Peu de temps après la diffusion par la police de ce portrait robot, un mandat d'arrêt contre un étranger non identifié a été émis. L'homme est soupçonné de meurtre avec préméditation et de complot après l'attaque qui a tué 20 personnes dans le centre de Bangkok. Une récompense de plus de 25 000 € a été annoncée pour toute information menant à son arrestation. Pour le chef de la police nationale, l'attaque aurait été perpétrée par un ou plusieurs auteurs, membres d'un réseau dont certains pourraient être étrangers. Outre le principal suspect, nous recherchons des complices car ce genre d'attentat n'est généralement pas planifié par une seule personne. Pendant que l'enquête avance, la vie reprend son cours sur les lieux du drame. Le sanctuaire bouddhiste d'Erawan a rouvert ce mercredi matin. Une dizaine de moines bouddhistes étaient venus prier à l'ouverture, entourés par des fidèles, y compris des touristes, à genoux face à la statue du dieu hindou Brahma. Nous resterons tout de même ici. Nous avons l'impression que si tout le monde commence à partir, ce sera encore pire pour le pays. Donc nous allons simplement rester ici et rendre hommage.
C'est comme si nous en faisions partie. Nous nous sentons tellement chanceux d'être ici maintenant, d'être debout en vie et de rendre hommage. Nous sommes vraiment très tristes après tout ce qui s'est passé. L'attaque de lundi ne ressemble pas aux méthodes employées par les rebelles musulmans du sud du pays, ni à celles des chemises rouges, les partisans du précédent gouvernement. Aucune piste n'est donc écartée, pas même celle du réseau djihadiste. D'autant que pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué. Les autorités et experts, confrontés à un scénario inédit, semblent déconcertés. Dossier du nucléaire iranien, selon l'agence de presse américaine AP, l'Iran aurait été autorisé à utiliser ses propres experts pour inspecter un de ses sites destinés à développer des armes nucléaires, un accord qui aurait été passé en secret avec l'ONU, selon donc l'agence de presse américaine. Alors, Mathias, en Israël, on a accueilli cette nouvelle avec beaucoup de sarcasme. Beaucoup de sarcasme, peu de colère, mais plutôt du sarcasme. Ils ont réinventé la manière de contourner le problème de manière mondiale. Voilà ce qu'a déclaré Yuval Steinitz. Il s'est dit d'ailleurs en aparté que lui a dit pour danser le tango il faut être deux, mais avec l'Iran on est trois, c'est-à-dire rien à comprendre dans ce dossier-là. Il s'est dit plutôt surpris de la manière dont les Américains n'ont pas réagi à cette information. Il faut savoir quand même que l'information est assez importante. Il s'agit du site de Parchi. Alors certes, ce n'est pas Qom où des tests de plutonium ont été réalisés. Là, c'est le site de Parchin qui s'occupe de tests conventionnels à but éventuellement nucléaire. Mais en attendant, l'information est ce qu'elle est. Accord entre l'AIEA et l'Iran qui décrédibilise encore une fois cette instance internationale pour l'énergie atomique qui voudrait que l'Iran réalise ses propres tests. Yuval Steinitz, vous parlez de sarcasme, a demandé si l'Iran aussi allait être consulté pour savoir s'il fallait 24 jours à ses propres inspecteurs pour inspecter les sites. Est-ce que c'est surprenant cette nouvelle ? C'est surprenant, écoutez, c'est surprenant lorsqu'on suit de près ce dossier au quotidien parce que, à en croire Barack Obama, il n'y a pas de mauvais accord, il y a cet accord et il faut l'accepter. Sauf que si on décortique, et c'est ce que font ses principaux opposants au Congrès, qu'ils soient républicains ou démocrates, eh bien on s'aperçoit qu'à l'intérieur de cet accord, il y a des zones d'ombre, des trous, comme l'appelle Doré-Gold, le directeur du ministère des Affaires étrangères, qui se trouve à Berlin d'ailleurs, pour essayer de rallier les Européens à la cause israélienne. En attendant, il y a des trous dans ce document, et notamment sur l'inspection. On parle de 24 jours. Rappelez-vous tout de même qu'il faut que l'AIEA ou la communauté internationale demande à l'Iran un délai de 24 jours avant de se rendre sur place pour inspecter tous les sites. Et l'Iran a quand même 14 jours pour accepter cette inspection. Concrètement, 24 plus 14, ça fait 38. Il faut 38 jours pour enfouir tout le stock ou alors le faire disparaître. Un dernier mot sur le vote du Congrès qui se rapproche. Est-ce que Barack Obama va finalement réussir à faire passer cet accord? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Comme je le disais hier, plus de 50% des élus démocrates ne se sont pas prononcés. Pour l'instant, il faut 2/3 des deux chambres, le Congrès et le Sénat, pour faire accepter, pour faire pivoter, en tout cas basculer ce veto. C'est-à-dire que le président Barack Obama n'aurait pas d'autre choix que d'entériner le vote du Congrès. En attendant, Mike Huckabee, qui est l'un des candidats républicains, est actuellement dans la région et il a déclaré n'importe quel président, que ce soit moi ou un autre, pourra contre-ratifier cet accord s'il passe au Congrès. En clair, dans 2 ans, le président américain pourrait tout faire capoter et les États-Unis deviendraient seuls, comme par hasard, isolés avec Israël. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Débat sur la moralité, sur l'éthique, après la divulgation de données confidentielles d'un site internet par une bande de hackers. Les pirates informatiques se sont attaqués au site Ashley Madison qui propose des rencontres entre personnes mariées, d'où le scandale posé par la divulgation des utilisateurs. Léa Berdugo. Une confidentialité qui tombe à l'eau. 32 millions d'utilisateurs du site de rencontres extra-conjugales Ashley Madison ont vu leur nom révélé sur Internet. Les auteurs de la fuite, un groupe de pirates informatiques appelé The Impact Team. Leur revendication était claire. Si le site ne cessait pas son activité jugée immorale, le groupe révélerait ses informations. C'est désormais chose faite. Ces pourritures d'infidèles ne méritent pas notre discrétion. Vous avez trouvé votre nom dans cette liste, c'est la faute David Life Media qui vous a menti. Attaquez-les en justice, puis continuez votre vie. Retenez la leçon.
Vous êtes gêné aujourd'hui, mais vous vous en remettrez. La société éditrice du site a dénoncé un acte criminel dans un communiqué. C'est une agression illégale contre les membres d'AshleyMadison.com et contre tous les libres penseurs qui ont des activités parfaitement légales en ligne. Les auteurs de ces actes se sont autoproclamés juges de moralité, jurés et bourreaux. Les pirates ont précisé que toutes les adresses révélées n'appartenaient pas forcément à un véritable utilisateur. Les autorités américaines pourraient se trouver dans l'embarras. 15 000 adresses e-mail en .gov ou .mil appartenant à des personnes membres du gouvernement ou de l'armée américaine ont été publiées. Rudy Sada, on va parler avec vous ce matin d'une nouvelle qui fait froid dans le dos. McDonald's songerait à remplacer, écoutez bien, ses employés par des robots. Oui. Et nous aussi d'ailleurs bientôt. Bientôt, en tout cas c'est vrai, on a aussi parlé des robots journalistes, mais alors là c'est vrai que c'est une des grandes craintes en fait, du 21e siècle, le remplacement progressif de l'humain par des robots dans le monde du travail. Et dans ce domaine, donc, la firme McDo semble avoir franchi un pas symbolique en mettant cet argument du robot dans un contexte de négociation sociale. Alors petit rappel des faits, après une très importante mobilisation des employés de McDo aux États-Unis, ils ont obtenu un progrès social de taille, le doublement de leur salaire. Une bataille donc remportée par les employés, mais la réplique de la direction de McDo, elle, est implacable, fracassante. Regardez ce à quoi peut ressembler un restaurant McDo d'ici quelques années. Pimenté avec de l'avocat, du coriandre mélangé avec les haricots des matryoshka, du canard, du bœuf ou du porc. Goûtez la salade de salsifis Springsteen. Bienvenue au Café 80 où le soleil se lève toujours sur l'Amérique, même l'après-midi. Et comme plat du jour, des mêmes farcis à la texane. Pourquoi tu vas pas répéter ton match pour changer? Pourquoi tu vas pas répéter ton match? Tout ce que je veux, c'est un Pepsi. Ça promet, hein? Oui, bah c'était une des grandes craintes, enfin une des éléments de science-fiction. Bien, c'est désormais une vraie option et le match robot-humain semble déjà perdu d'avance pour les humains. Un robot travaille 50 fois plus vite qu'un être humain et surtout, pour vous faire un hamburger, et surtout, il ne fait jamais d'erreur sur la sauce ou sur la viande. Alors, de quoi faire sérieusement réfléchir l'état-major de McDo, qui a déjà ouvert un restaurant pilote en Arizona, et il y a quelques humains qui y travaillent juste pour vérifier que tout se passe bien, et on serait donc au-delà de la simple menace. Il se murmure que le procédé de robotisation est dans les plans de McDo pour les prochaines années aux États-Unis dans un premier temps, puis dans le monde. Rappelons quand même que McDo emploie dans le monde 420 000 personnes. Ouais, ça ferait beaucoup de gens licenciés. Alors cette polémique intervient alors qu'une autre controverse est en train d'éclater aux États-Unis sur un autre géant américain. Il s'agit du site Amazon de distribution en ligne. Absolument. Alors tout est parti d'une enquête parue samedi dernier dans le New York Times. Dans cette enquête, on ne se concentre pas sur ce qu'on appelle vulgairement les petites mains, mais on se concentre sur les cols blancs, les cadres. Alors une centaine d'ex-cadres de l'entreprise ont été interviewés et bon nombre d'entre eux dénoncent un management brutal, voire inhumain. Je vous donne un exemple, des mails envoyés en pleine nuit et puis suite à l'envoi de ce mail, quelques minutes plus tard, un texto, pourquoi tu ne réponds pas à mon mail? Un témoin anonyme dit avoir vu pleurer à peu près tous ses collaborateurs au travail. Alors mise en cause, le patron du géant de la vente en ligne, Jeff Bezos, joue l'étonnement et s'est fendu donc une note interne qu'on va voir. Il dit voilà, cet article ne décrit pas l'entreprise Amazon que je connais ni les Amazoniens compatissants avec lesquels je travaille toujours, mais si vous entendez parler d'histoires comparables à celles qui sont rapportées, je veux que vous fassiez part au service des ressources humaines. Pas très convaincant. Alors est-ce que ces accusations sont fondées? Est-ce qu'il y a des preuves? Alors il semblerait toujours, selon le New York Times, que ces pressions existent, mais elles sont faites sur les cadres qui sont pas assez performants, qui seraient pas assez performants pour les forcer à démissionner. Et d'un autre côté, les cadres performants, eux, au contraire, sont absolument chouchoutés par la direction. Et donc, c'est ces cadres-là que le patron d'Amazon veut mettre en avant. En tout cas, ces deux cas posent une question morale au monde économique. Jusqu'où faudra-t-il aller pour obtenir de la performance financière? Merci beaucoup Rudy Saada. Un mot de football à présent, avec à Marseille la signature officielle d'un nouvel entraîneur très attendu après le départ soudain de Marcelo Bielsa. C'est l'Espagnol, Michel, qui lui succède, ancienne gloire du Real Madrid. Michel s'est engagé pour 2 ans avec l'OM.
Et puis sport toujours, Sébastien Coe va prendre la tête de la Fédération internationale d'athlétisme. Il connaît bien la discipline, plusieurs fois médaillé aux Jeux Olympiques de 1980 et 84 et aux Championnats d'Europe. L'une de ses tâches sera de montrer la crédibilité de l'institution dans la lutte contre le dopage. Elsa Monk. Tolérance zéro. Le nouveau président de l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme, a fait de la lutte antidopage son cheval de bataille. Le Britannique Sébastien Coe a été élu ce mercredi à la tête de la fédération pour un mandat de 4 ans et a promis de s'atteler très vite à ce problème. Il y a une tolérance zéro sur l'abus de dopage dans mon sport et je maintiendrai cela avec le niveau de vigilance le plus élevé, et c'est quelque chose que clairement, dans les 2 prochaines semaines, je vais vouloir discuter avec mes collègues. Il faut dire que la Fédération d'athlétisme est accusée de négligence en matière de lutte contre le dopage. 12 000 analyses sanguines ont fuité des bases de données de l'IAAF et des médias allemands et britanniques affirment qu'entre 2001 et 2012, un tiers des médaillés mondiaux et olympiques présentaient des valeurs suspectes. Le nouveau président envisage de faire appel à une institution indépendante pour contrôler les sportifs. Je pense qu'un système indépendant est ce dont nous avons besoin pour clore le débat sur si nous sommes suffisamment vigilants ou non. En plus des polémiques sur le dopage, l'ancien champion olympique doit faire face à un autre défi, moderniser ce sport vieux de 33 siècles. Première étape, les championnats du monde de Pékin qui débutent samedi. En Équateur, l'éruption du volcan Cotopaxi est classée secret défense par le gouvernement. Il a été en effet décidé d'interdire aux médias locaux de donner toute information sur cette catastrophe naturelle. Plus de détails avec Mel Benolian. Il culmine quasiment à 6000 mètres d'altitude. Il est considéré comme l'un des plus dangereux du monde. Et depuis quelques heures, il s'est réveillé. D'imposantes colonnes de cendres et des fragments solides et incandescents sortent de son cratère. L'Équateur retient son souffle. Le volcan Cotopaxi, situé à 45 km de la capitale Quito, menace d'exploser à tout moment. Le gouvernement se prépare au pire. Il a même ordonné l'évacuation de centaines d'habitants de localités voisines. Bien sûr, une catastrophe comme ça nous affecterait tous et ça affecterait l'économie. On a de l'élevage, de la production de lait, de fleurs, tout le monde serait affecté. Pas uniquement là où il y aurait de la lave et des cendres. Économiquement, si on considère que ça va à peu près pour le moment, on risquerait de tomber dans une pauvreté extrême. Les autorités équatoriennes ont décrété l'état d'exception pour une durée maximum de 60 jours. Pendant cette période, le gouvernement s'autorise à censurer toute information concernant l'activité du volcan. Le but, éviter une panique générale dans le pays. On fait confiance aux autorités pour donner l'alerte assez tôt afin qu'on puisse partir à temps. D'après ce que j'ai compris, il ne faut que quelques minutes pour qu'on reçoive l'alerte du Cotopaxi. Environ une demi-heure. Par contre, si on n'a pas l'alarme, des gens vont mourir ici. Les autorités estiment que près de 325 000 Équatoriens pourraient être affectés par le flux de lave après une éventuelle éruption. La dernière éruption notable du Cotopaxi a eu lieu il y a plus de 100 ans. Allez, restez avec nous dans un instant. On vous parlera de ces comédies musicales toujours aussi populaires, de New York à Tel Aviv. La célèbre Mamma Mia revient sur les planches ce soir. On en parle dans un instant avec Lise Barenbaum, juste après le journal présenté par Steve Jourdain. C'est l'instant en mode et glamour du morning, direction Londres. Comme chaque année, la Fashion Week africaine y tient à ses quartiers d'été. L'occasion pour quelques 300 jeunes stylistes de montrer leur création au pays de Stella McCartney et d'Alexander McQueen. Regardez. De magnifiques mannequins se dandinant au rythme d'une musique africaine entraînante. Bienvenue à l'Africa Fashion Week de Londres.
Depuis 2011, l'événement se veut être la vitrine avant-gardiste de jeunes talents africains. Pour l'occasion, le centre des expositions, l'Olympiade de Londres, s'est mis aux couleurs de l'Afrique. La mode africaine est différente, dans le sens où les couleurs sont fortes, elles sont vibrantes, vous ne pouvez pas les rater. Elles sont vraiment fortes, nous ne sommes pas traditionnalistes avec nos couleurs. Et de nombreux acteurs du milieu de la mode incluent désormais des motifs africains dans leurs lignes. En 4 ans, l'Africa Fashion Week de Londres a exposé plus de 300 stylistes. Cette année encore, ils sont nombreux à s'être déplacés pour montrer leurs créations. Tumilia, Céline Abeb, Victoria Grace, vous ne connaissez peut-être pas leur nom, mais vous allez adorer leurs créations. Pourquoi un tel succès ? Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là, et beaucoup d'entre eux mélangent ce qu'ils amènent de chez eux et le font rentrer dans le monde contemporain. Des créations inspirées de l'Occident, mais qui gardent leur touche africaine. Un mélange qui plaît. Ça se développe énormément. Les gens adorent. Je suis moi-même styliste et j'ai remarqué que les gens veulent savoir. Où as-tu eu ce vêtement ? Où as-tu fait faire ces vêtements ? Donc il y a un marché énorme à l'extérieur pour la mode africaine. Un marché propulsé par cet événement, devenu annuel, qui rassemble grand public, fashionistas et professionnels du monde entier. Alors préparez-vous à accueillir la mode aux couleurs de l'Afrique. C'est bientôt la fin de l'été, Laetitia. Et oui, avec la fin de l'été vient aussi la fin de l'été. Pour nous, l'été va durer encore un peu plus longtemps. C'est vrai. Mais en France, c'est la fin de l'été, la fin des blockbusters. Surtout, vous allez nous expliquer quelle est la recette magique pour créer un blockbuster et qu'est-ce que c'est qu'un blockbuster. Alors déjà, on va revenir sur la définition du terme blockbuster qui a été emprunté. En fait, c'est un terme qui a été emprunté à l'aviation militaire britannique qui signifie littéralement ce qui fait exploser un pâté de maison, un blockbuster. Alors à l'origine, c'était un jargon du théâtre américain qui qualifiait une pièce qui remportait un succès important. Du coup, au cinéma, on l'a récupéré et ça veut donc qualifier les films à gros budget, à gros revenus. C'est des productions exceptionnelles sur le plan financier, matériel, marketing et humain. Et alors, j'ai testé votre culture générale à toutes les deux, puisque Lise est avec nous aussi sur le plateau. Quel a été, à votre avis, le premier blockbuster ? Je réponds pas parce que je connais la réponse, j'ai lu votre chronique. Premier, Titanic ? Non, c'est trop récent. Je sais pas. Alors, le premier, ce qui est considéré comme le premier blockbuster, c'était le 20 juin 1975 et ça ressemblait à ça, c'était Spielberg derrière la caméra, regardez. Listen, we had a shark attack at South Beach this morning. Are you going to close the beaches? Yes, we are. That doesn't mean we have to serve them up a smorgasbord. We never had that kind of trouble in these waters. This is a great white one, a big one. And any shark expert in the world will tell you it's a killer, it's a man-eater. Look, the situation is that apparently a great white shark is the waters off Amity Island. Un film qui a effrayé toute une génération, hein, et même une deuxième génération, puisque jusqu'aujourd'hui... Bon, quand on voit la tête du requin... Ouais, non, bah. Bon, c'était en 1975, comme je l'ai dit, Steven Spielberg pour Les Dents de la Mer. Mais on est loin tout de même du cinéma fin du monde. Bon, c'est un thriller qui a, comme vous le dites, extrêmement bien marché dans le monde entier. 470 millions de dollars de recettes, ce qui est à peu près équivalent aujourd'hui à 2,2 milliards de dollars. Pendant 5 ans après Les Dents de la Mer, le genre blockbuster n'était pas encore défini. C'était encore un ovni. Et là, George Lucas débarque et nous offre sa saga Star Wars et notamment le 2e épisode qui est en fait le 5e épisode, l'Empire contre-attaque, c'était ça. The Star Wars saga continues with a special limited engagement of The Empire Strikes Back, starting November 19th.
Voilà donc pour l'Empire contre-attaque. Vous en parliez justement il n'y a pas très longtemps. Oui, puisqu'il va y avoir le 7e épisode qui va sortir au mois de décembre. Et alors là, c'était la première fois qu'en termes de marketing, il y avait la politique du secret qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans les super productions, notamment de J.J. Abrams, le maître du blockbuster. Et donc voilà, ça avait commencé avec ce deuxième volet, on se mélange avec tous ces volets de Star Wars. Voilà, deuxième volet de la saga intergalactique. Dans les années 80, on a toute nouvelle génération d'auteurs de blockbusters qui débarquent. Ridley Scott notamment, avec Blade Runner, avec Harrison Ford d'ailleurs, qu'on retrouvait déjà dans Star Wars. Donc c'était l'acteur des films blockbusters de l'époque. Et puis James Cameron avec Alien, Abyss et puis Titanic, voilà. Au début des années... Presque, vous étiez juste 20 ans trop tard, 20 ou 30 ans trop tard. Les années, donc Titanic au début des années 2000-2010, qui poursuivent la tendance du blockbuster. À partir du 11 septembre, le cinéma hollywoodien se plonge plus que jamais dans des récits de super-héros et d'apocalypse, avec une volonté, confronter l'individu à sa mort proche et brutale. Alors, 40 ans après la création, en tout cas la naissance, l'acte de naissance du blockbuster, alors que le risque d'implosion se fait de plus en plus menaçant, il y a quand même près de 37 films Marvel et DC qui sont prévus entre 2015 et 2022, Marvel et DC qui sont des bandes dessinées. Le genre a prouvé en 2015 qu'il n'est pas complètement à court d'idées et encore moins effrayé par le renouvellement. La preuve avec Mad Max, ça a fait un carton à Cannes, ça a fait un carton dans les salles et c'était du blockbuster version 2015. Regardez. It's all here! 3,000 gallons of gasoline, just like you asked. My name is Max. You said a few vehicles in pursuit. We count 3 war parties. Yeah, well, I got unlucky. My world is reduced to a single instinct. Survive. Drive! So I exist in this wasteland, hunted by scavengers. Oui, j'aurais pu vous en choisir quand même beaucoup d'autres des blockbusters avec tous les films qui sortent cet été, mais j'avais juste envie de revoir un tout petit peu de Tom Hardy dans Mad Max, donc voilà. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Allez, on parle de comédie musicale après les films avec vous, Lise Barenbaum. Bonjour. C'est ce soir et c'est à Tel Aviv, la comédie musicale très célèbre, Mamma Mia. Hein. Et oui, Mamma Mia qui revient à Tel Aviv ce soir. La troupe s'installe pour 16 représentations au Performing Arts Center de la ville. Alors je vous rappelle que Mamma Mia, c'est la comédie musicale qui reprend tous les tubes du groupe suédois ABBA. Et c'est un spectacle qui a été créé en 1999 à Londres. Et depuis, c'est un triomphe total. Alors je vous sors les chiffres, 39 productions en 14 langues, 54 millions de spectateurs, 2 milliards de dollars de recettes en billetterie et 400 villes pendant la tournée. À Londres, on en est déjà à la 16e année consécutive. Bref, c'est un carton total et ça reprend un peu tous les titres qu'on connaît, Dancing Queen, Money Money Money, Honey Honey, etc. Je vous propose de jeter un coup d'œil aux productions qui ont eu lieu partout dans le monde. On regarde. I was cheated by you, and I think you know when. So sai che c'è, non imparo mai, insieme a te, io e me sono self-control. There's a fire within my soul, and directly soul. On
connaît tous ces chansons, mais comment vous expliquez ce succès immense de Mamma Mia? Le succès, c'est les chansons. C'est les chansons parce que tout le monde les connaît, parce que tout le monde connaît ABBA. Voilà. C'est ABBA, voilà. Et on a envie de se lever, on connaît tout par cœur. Donc, forcément, ça marche. C'est pas vraiment l'histoire qui compte. Alors, d'habitude, ce sont plus les films qui sont adaptés en comédie musicale, mais certaines comédies musicales à succès sont également adaptées en film. Exactement. Et ce qui est intéressant dans Mamma Mia, c'est surtout que c'est une comédie musicale qui est adaptée dans la langue de chaque pays qui l'accueille. Alors c'est assez spécial parce qu'on connaît les chansons en anglais, on les connaît tous, mais ici on préfère traduire pour que les gens comprennent l'histoire à travers les chansons, puisque chaque tour de chant correspond au scénario de l'histoire. Alors parfois c'est un peu bizarre, ça perd un peu de son glamour. Regardez la version française. M'a poussé à bout, est-ce que tu t'en souviens? J'ai compris après coup qu'avait sonné la fin. Regarde-moi, j'ai appris mon rôle. Dis-moi pourquoi, tout à coup je perds le contrôle. Et je brûle dès que tu me frôles. Car regarde, tu me traînes jusqu'à l'écrit. Est-ce que l'histoire est importante dans les comédies musicales? Est-ce que c'est ça aussi qui fait le succès de Alors la pièce? ça compte aussi, en tout cas pour Mamma Mia, l'idée de la productrice Judy Kramer, c'était de créer une histoire où toutes les chansons d'ABBA viennent un peu décrire les sentiments des personnages. Donc on n'est pas du tout dans un concert, c'est vraiment du théâtre chanté et dansé. Il y a un début, un milieu et une fin. Et l'histoire, elle est assez simple. C'est une jeune fille, Sophie, qui va se marier. Elle vit sur une île grecque avec sa maman, Donna, qui a une sorte de pension de famille. Et à l'aube de son mariage, elle voudrait découvrir qui est son père, puisque sa mère ne le lui a jamais avoué. Seulement Donna avait des mœurs un petit peu légères dans les années 70, donc sa fille ouvre son journal intime et trouve 3 possibles papas. Elle décide de les inviter sans leur révéler le motif de l'invitation, et là c'est le début de rencontres fracassantes, de révélations, de plein de choses, mais la meilleure façon c'est peut-être de regarder un extrait de la bande-annonce du film qui a été sorti en 2008 avec Meryl Streep qui reprend la comédie musicale. Regardez. Every girl has a dream. I want the perfect wedding, and I want my father to give me away. Look at my baby, your whole life ahead of it. Every family I read Mom's diary, has a secret. and I have 3 possible fathers. Oh my God. Every wedding Which one did you invite? has a few surprises. You always knew how to make an entrance. Ah, le film aussi d'ailleurs a eu beaucoup de succès. Et oui, alors il a été complètement détruit par la critique, mais quand même 20 millions de spectateurs aux États-Unis, 14 millions en Grande-Bretagne et 609 millions de dollars de recettes. C'est ce qui avait donné l'idée à Clint Eastwood derrière aussi d'adapter Jersey Boys, qui était aussi une comédie musicale à succès au cinéma, qui n'a pas eu le même succès, mais qui était selon moi un film beaucoup plus de bien meilleure qualité, pardon. Alors on a vu qu'il y a eu des adaptations de Mamma Mia en France également. Est-ce que la comédie musicale, qui est quand même un genre très anglo-saxon, est-ce qu'en France, il connaît également un succès ces dernières années? Alors ça revient, depuis les années 2000, ça revient en France. Aujourd'hui, il y a certains théâtres français qui font des super productions, un peu comme à Broadway, mais c'est encore loin d'être le cœur de métier du théâtre français. En France, il y a eu Starmania en 77, et puis ensuite, il y a eu une vague énorme dans les années 2000, avec les 10 Commandements, Le Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock. Et aujourd'hui, on a un autre genre, c'est les adaptations de spectacles anglo-saxons traduits en français. Dirty Dancing, Le Roi Lion, Mamma Mia et Hairspray, qui rencontrent beaucoup de succès. Merci beaucoup Lise Barenbaum. On parlait hier soir de la polémique créée en Espagne par un festival de musique reggae qui avait déprogrammé, souvenez-vous, l'artiste juif américain Matisse Yaou parce qu'il refusait de prendre position en faveur des Palestiniens. Eh bien, le festival a fait marche arrière, il s'excuse auprès de l'artiste et reprogramme Matisse Yaou pour le 22 août, la date initialement prévue. Et on va justement écouter cet artiste Matisse Yaou, on va d'ailleurs se quitter en musique avec lui. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un tout nouveau morning, même heure, même endroit. Restez avec nous, la suite de vos programmes dans un instant sur i24 News. Excellente journée à tous. On se quitte en musique. Keep on moving till the first rays are done. Keeping it on till the day stays strong. Rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is
always. Sometimes I get so crazed, but just know that I'll always stay, 'cause you're my light through the haze. It's time for a champion, soothe the soul of the land, and the heart from the sea and sand, till the sun comes up again. I'm not okay and I cannot stay when the trees go bare and the sky goes gray, when the medicine's gone and the